parti. Bah, merci et bonjour à tout le monde. Je te laisse partager l'écran si tu veux bien, Isabelle. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire gourmand, puisque nous allons parler aujourd'hui de restauration responsable, de menu durable. Vous l'appellerez comme vous voulez, mais l'idée c'est comment manger sain en ayant un impact environnemental minime, le moins possible en tout cas, et en permettant à un certain nombre de personnes de vivre de ça. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va rapidement vous présenter Positive, hein, mais vraiment en 2 mots. Et puis on va aborder les sujets de la transformation du modèle d'affaires. Et puis on aura aussi des témoignages de Food Chéri et des empotés. On permet aussi à la fin, on donnera un coup de pouce justement à l'entreprise Coup de pouce. On lui laissera la parole pendant quelques minutes sur une initiative qu'on a trouvée intéressante dans ce contexte-là. Voilà, dans les grandes lignes. On va laisser la parole peut-être à nos invités aujourd'hui et témoins. Je vais commencer par Pierre, par ordre d'antériorité de nos relations. Pierre, je te laisse te présenter les empotés. Je n'ai pas d'autre choix que de te demander aussi quelle folle idée tu as eu de créer ça, de m'expliquer un peu l'origine des empotés. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Caillard, j'ai 29 ans. On a créé les empotés avec Paul de Sulose, un ami d'enfance, il y a maintenant 5 ans, un peu plus, en mai 2019. Voilà, donc on était en sortie d'études pour ma part, et Paul était pâtissier au Mandarin Oriental et a démissionné de son poste pour qu'on crée pour qu'on commence cette aventure ensemble. Aujourd'hui, voilà, on est une équipe de 25 personnes qui livront les entreprises en plateau repas et traiteurs événementiels, 0 déchet sur toute la région Île-de-France. Voilà, on a bien grandi, effectivement accompagné par Positive depuis longtemps maintenant, quasiment depuis. Voilà, pour faire très bref. Et quelle folle idée on a eue, c'était surtout l'idée de faire quelque chose ensemble. On est passionné par la gastronomie, donc il fallait quelque chose qui soit beau, bon et le meilleur possible. Il fallait un business qui soit rentable et il fallait quelque chose qui soit engagé. Ça, c'était important. Paul est parti du Mandarin Oriental pour ça. Il avait fait poter les chabots avant pour trouver un sens à ce métier de cuisinier. Et le 0 déchet, c'était quelque chose d'assez évident sur la livraison de repas. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Voilà, un modèle qui est jetable à un modèle tout réutilisable. On s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin là-dessus. Et donc voilà, c'était pas une si folle idée que ça finalement. Alors, oui, non, c'était plutôt une très bonne idée. Pierre, tu as abordé un sujet hyper intéressant, la rentabilité aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là, tu as dit, rapidement ce que vous êtes, concrètement, comment ça marche? C'est quoi votre offre aujourd'hui? Pourquoi ça s'appelle les empotés? Parce que là, je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Ok, donc alors, c'est vrai. Plateau repas 0 déchet. Donc nous, c'est notre marqueur depuis le début. Comment ça se passe? Donc c'est 3 pots en verre, entrée, plat, dessert, dans un sachet en tissu, avec des couverts en inox, qui sont livrés donc pour les réunions d'entreprise, ça peut être pour des buffets de pot, pour les séminaires. Et donc c'est livré avant midi, et on va repasser l'après-midi ou le lendemain à voir avec le client. On va tout donc récupérer, on va laver tout ça dans un centre de lavage spécialisé, tout sera stérilisé et on va le réutiliser par la suite. Le verre, mais aussi l'inox, mais aussi le tissu qui est lavé dans un ESAT. Et le petit déchet, c'est la serviette qui est compostée par les jachimistes. Donc en fait, on a tout donc ce plateau repas. Le plateau repas, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est l'entreprise qui paye à ses salariés un repas. Donc ça revient assez cher, mais finalement moins cher que de perdre du temps de travail. Donc ce qui fait qu'on peut avoir un prix qui aujourd'hui est situé entre 25 et 30 euros, qui est beaucoup trop cher pour un repas du midi habituel, mais pas si cher que ça pour un repas occasionnel. Et c'est là-dessus qu'on s'est positionné. L'avantage d'un repas qui est à un prix important, c'est qu'on peut faire de la très bonne qualité. Et ça, pour nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Excellent. Et tu nous diras un petit peu les secrets de comment tu as réussi à rendre rentable un système où tu te déplaces une première fois, tu déposes les pots, tu les récupères, tu les laves. C'est quand même un modèle qui est assez distributif, j'ai envie de dire. Du coup, Hugo, tu as ton micro qui est désactivé. Si tu peux aussi te présenter Food Chéri aussi. Quelle est la philosophie ou fonctionnement de Food Chéri derrière?
Oui, très intéressant, Pierre. Merci pour la présentation. Ça fait écho à pas mal de choses chez nous. Donc, Food Cherry, on est une société donc, de restauration également, sans surprise. Et donc, je suis le responsable RSE depuis quasiment 2 ans maintenant. Et on a vraiment un axe assez précis. Nous, on propose ce qu'on appelle des comptoirs sur des sites clients, donc dans les entreprises, dans les universités. Donc, on peut être vraiment présent partout pour accompagner les actifs dans leur pause du midi. Et en fait, on répond vraiment à un besoin assez nouveau post-Covid, dans une période où on a pas mal de télétravail et finalement où le restaurant classique d'entreprise est un peu en peine parce qu'on a justement une fluctuation très forte Oui. due au télétravail en particulier, des repas sur place sur les sites des entreprises. Donc nous, on installe des comptoirs et en fait, on cuisine tout dans notre cuisine à Sucy-en-Brie, donc en Île-de-France. Pour le moment, on n'opère qu'en Île-de-France. Et du coup, on livre des plats chez nos clients directement et les clients commandent via notre application. Donc en fait, on a une expérience client qui ressemble, qui est très similaire à ce qu'on peut retrouver dans la livraison de repas. Je ne donnerai pas de nom, mais vous les avez en tête. Et en fait, ce qui est pratique avec ça, c'est que ça permet de varier, enfin vraiment de varier le nombre de plats commandés par jour et donc de permettre un gain à la fois environnemental et économique pour l'entreprise cliente qui peut être beaucoup plus flexible et proposer une solution qui répond à ces nouveaux enjeux d'aujourd'hui, nouveaux modes d'alimentation et voilà, de prise de repas sur les sites. Combien de repas aujourd'hui? C'est combien de repas par jour, par an? Je ne sais pas, est-ce que tu as les chiffres en tête? On est sur plusieurs milliers de repas par semaine, donc on est vraiment une entreprise qui fait pas mal qui a quand même un gros volume. Pour le moment, on n'a qu'une seule cuisine, on cuisine tout nous-mêmes, entrée, plat, dessert. On conçoit aussi nous-mêmes nos recettes, donc on a aussi, grâce à l'applicatif, donc à notre application internalisée, les retours clients en direct, ce qui est très très nouveau dans la restauration. Et ça veut dire qu'on a littéralement une équipe de 3 personnes qui en continu travaillent sur l'amélioration de nos recettes, donc pour avoir un niveau qualitatif organoleptique constant. Donc ça, c'est assez nouveau et ce qui fait aussi notre force. Et vous êtes aussi connu par des choix assez emblématiques que vous avez fait il y a quelques Ouais. temps. Tu peux nous en parler Ouais, rapidement? pour en évoquer quelques-uns, sans doute les plus marquants, c'est qu'on a arrêté le bœuf, le cabillaud et l'avocat à la carte. Clivant, hein, on a forcément des parts de marché qui se ferment parce qu'il y a encore quelques entreprises qui souhaitent ce type de produit. Mais c'est des choix qui nous semblaient très cohérents avec voilà, les conditions environnementales qu'on vit aujourd'hui et l'impact de ces 3 produits. Le bœuf pour un impact climatique global qui est aujourd'hui très évident. L'avocat pour 2 raisons, dont une raison sociale, parce que l'avocat est importé de longue distance et surtout lié à des modes de production qui peuvent être assez délétères pour les populations locales, et une consommation d'eau excessive également. Et le cabillaud, qui est un peu qui est l'espèce emblématique de la surpêche et dont les populations s'effondrent dans certaines zones du monde. Donc on est aussi, voilà, on a voulu adresser 3 sujets assez différents, mais emblématiques de nos engagements. Super. Merci beaucoup pour cette intro. Et puis, pourquoi vous êtes lancé chez Food Cherry dans Positive Company? Pourquoi vous avez choisi ce label? Très bonne question. Alors, à la base, pour être tout à fait transparent, on s'orientait vers l'un de vos concurrents qui domine le marché, pour ne pas le nommer Bicorp. Et en fait, nous, ce qui nous a vraiment plu chez Positive Company, c'est déjà l'approche par les enquêtes parties prenantes, quelque chose qui manque fortement chez Bicorp, à mon sens, et on va en tirer beaucoup de bénéfices, je pense. Ça va vraiment être très constructif. Et aussi le fait que vous soyez basé sur un référentiel français et européen qui nous parle beaucoup plus parce qu'on est une petite entreprise qui n'opère pas à l'international. Nous, on est vraiment pour le moment basé qu'en France et on opère uniquement en France. Donc, avoir un cadre réglementaire français ou européen, de manière générale, nous parle beaucoup plus. Là où Bicorp va répondre à des enjeux plus multinationaux voilà, que nous n'avons pas, nous, précisément. Ok. Merci pour ce témoignage. On passe du coup rapidement, mais vraiment en 2 mots sur Positive Company pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, Isabelle. Et puis, il faudrait que tu te mettes sur le slide aussi, là, hein, sur les intervenants. Mais bon, bref. Donc, en 2 mots, Positive Company, nous, on est
société qui est française, qui existe depuis 2019. On va fêter nos 5 ans cette année. On est société à mission, une dizaine de collaborateurs basés un peu partout, enfin surtout à Paris, mais un peu partout en Europe. Et on a plus de 300 clients qui ont de la TPE au grand groupe. Et après, si on revient sur plus le focus, si tu veux bien, le slide suivant, sur la partie de label, aujourd'hui, on travaille avec un assez grand nombre d'entreprises, de marques aussi, qui sont, on vous a mis entre guillemets les plus connus, c'est plus de 200 entreprises certifiées et un certain nombre, une bonne trentaine encore en cours là, qui vont de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise pour, je dirais, vraiment ce qui est intéressant, tout secteur aussi géographique. Donc, ce qui est intéressant, c'est la diversité des entreprises qui nous rejoignent. On a des cabinets de centres médicaux récemment qui sont labellisés. On a des producteurs de moules, de bouchons. On a aujourd'hui des cabinets d'avocats. Donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, globalement, on est un témoin aujourd'hui de l'économie et de sa transformation. Et donc, c'est intéressant de voir tous ces secteurs qui se transforment aujourd'hui, qui viennent nous voir pour l'approche notamment participative et aussi la renommée qui commence à être de plus en plus importante dans l'écosystème. Voilà. On passe au slide suivant, si tu veux bien, Isabelle, je te laisse la parole. Oui, on va entrer donc dans le vif du sujet de ce webinaire, donc la transformation du secteur de la restauration. Donc, ce secteur se transforme et s'accompagne d'évolutions en termes d'attentes et de comportement des consommateurs. On a notamment des attentes au niveau de la sélection des produits. Donc, les Français sont un peu plus attentifs quand on choisit des produits, que ce soit des produits donc, locaux, de saison, des produits qui proviennent de circuits courts et notamment dans le choix de produits biologiques. En 2022, donc 60% des Français ont consommé bio au moins une fois par mois. Cette sélection des produits s'accompagne également, et notamment depuis la crise du Covid, d'un manque, d'une perte de confiance des Français, pour que ce soit du secteur de l'agroalimentaire et de la restauration. Donc, il y a une recherche de transparence et d'information de la part des acteurs de ce secteur. C'est pourquoi il y a des partenariats qui sont faits avec des chefs par certains acteurs. Il y a un aspect marketing, mais il y a également l'objectif de regagner cette confiance qui a été perdue. Des partenariats pour vraiment donner un nouveau sens et redonner du coup de la qualité aussi aux produits. Par exemple, la SNCF qui avait fait appel à Thierry Marx pour la restauration dans les trains. Donc, ça, c'est un exemple. Les Français font également très attention et ont vraiment besoin de transparence par rapport à la provenance des produits. Et il y a cette nouvelle aussi importance au niveau de l'apport nutritif, que ce soit donc des aliments sur la partie plutôt grande distribution agroalimentaire et notamment sur les repas maintenant pour les restaurateurs. Et donc 84% des Français sont attentifs à au moins une mention. Donc une mention, c'est un label, une certification donc, sur les produits, que ce soit donc agriculture biologique, label rouge, le Nutri-Score, lors de leur achat alimentaire. Et ce chiffre, il a nettement augmenté, notamment depuis la crise du Covid. Est-ce que du côté de nos intervenants, vous ressentez ces tendances-là? Est-ce que vous les intégrez? Est-ce que c'est des choses que vous voyez ou que vous intégrez dans vos offres? Je sais pas, est-ce que vous avez l'un ou l'autre des suivis des tendances, entre guillemets, ou est-ce que vous envoyez des questionnaires, des choses comme ça? Comment vous faites évoluer? La question, c'est comment aujourd'hui vous choisissez votre offre et potentiellement vous la faites évoluer? Comment vous vous assurez qu'elle soit en adéquation aussi avec vos consommateurs? Je peux y aller, Hugo, si tu veux. De manière très directe, avec nos clients, on échange avec eux. Ouais, la chance que vous avez, c'est quand vous allez les rencontrer, vous avez vraiment des feedbacks directs. C'est ça. Et en fait, même quand nous, on fait les devis, ça va être beaucoup de téléphone finalement. C'est beaucoup de. On a un site marchand, mais il y a peu de commandes sur notre site. Les gens aiment bien avoir un contact humain avant de commander. Donc, il y a tout cet échange préalable qui fait que, est-ce que vous feriez pas d'autres propositions végétariennes? Est-ce que vous feriez pas d'où viennent vos produits? Enfin, est-ce que vous faites du bio? Donc, tout ça, on arrive à quand même ressentir, je ne sais pas si c'est tout le marché, mais en tout cas, de nos clients des attentes qui font, il y a une somme de choses, on sait où on doit progresser. Et après, bon, c'est en fonction de nos possibilités, l'évolution de notre entreprise. Enfin, voilà, de changer les choses, changer les process sans tout désorganiser. Et donc, on a une bonne base de travail qui est due à ce retour direct de nos clients. Ok. Et côté Food Cherry, vous avez quand même, je crois, beaucoup d'enquêtes qui sont envoyées, non, ensuite, à la suite des achats, etc. Exactement. On a des enquêtes qui sont menées auprès de nos clients. On a aussi 2 contacts, nous, privilégiés, vu qu'on traite directement en B2B, donc avec les entreprises. On a, on va dire, le client décideur, qui lui, avec qui on va contractualiser.
Donc, ils nous apportent aussi des insights sur comment ce que souhaite aujourd'hui une entreprise cliente dans sa globalité, comment elle pense son mode de restauration, avec les enjeux que j'évoquais aujourd'hui, notamment le télétravail qui impacte énormément ces nouveaux modes de consommation sur site. Et on a les retours clients que j'évoquais également, qui sont issus de l'application. On a vraiment sur chaque recette des retours précis en direct, positifs ou négatifs évidemment, mais du coup, ce qui nous permet d'améliorer en continu. Au-delà de ça, évidemment, on regarde les tendances de marché globales et on sent ces éléments monter. Et on a parmi nos clients des entreprises qui nous choisissent justement parce qu'on a fait des choix qui sont très forts et très marqués. Voilà, donc, mais c'est quelque chose qui augmente petit à petit. Super. Isabelle, si tu veux reprendre là, non? Donc, en plus de ces deux N'hésitez pas tendances, si vous avez des questions, excusez-moi aussi, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Hein. On les posera au bon moment. donc, en plus de ce qu'on a vu dans la slide précédente, il y a également donc, la part des nouveaux régimes alimentaires qui est de plus en plus grande. Si on regarde donc les Français, on a 4% qui ont un régime végétarien, 6% le régime sans gluten, 6% le régime sans lactose, 3% le régime vegan. Ça représente déjà 20% des régimes alimentaires en France. Si on ajoute à ça 4% des pescatariens et 15% des flexitariens, ça représente quand même 40% de nouveaux régimes. Et donc, c'est présenté donc, par les acteurs de la restauration. Pierre et Hugo, je ne sais pas si dans vos menus, quelle est la part justement des menus qui sont dédiés donc, aux végétariens, aux sans gluten par exemple, ou sans lactose? Vous avez la part. Oui, nous du coup nous on a une carte, donc on propose environ 15 plats principaux, parce qu'on a aussi les entrées et les desserts, mais au niveau plats principaux, on en a 15 environ par jour, ce qui en fait une cinquantaine de plats différents sur la semaine. Et sur ces plats-là, on a 50% de notre carte qui est végétarienne. Donc c'est-à-dire que chaque jour, un collaborateur, une collaboratrice peut choisir dans un éventail de 7 à 8 plats, végétariens ou véganes évidemment, ce qui permet aussi d'ouvrir les chakras, on va dire, sur ces sujets où parfois l'offre végétarienne est très limitée. Et nous, justement, on a à cœur de montrer que c'est une alternative qui est gourmande et le gourmand est vraiment au cœur de notre mission. Et on a des trajectoires ascendantes sur le végétarien où d'ici 2030, on souhaiterait augmenter ce pourcentage-là, justement pour offrir encore plus de diversité, réduire l'impact environnemental global de la carte et plein d'autres enjeux. Sur les autres sujets, gluten et lactose, il y a voilà, comme je dis, on a une très grande diversité à la carte. On a une application, je le redis, mais l'application est un énorme outil aussi pour les consommateurs finaux. En fait, ils peuvent filtrer avec leurs allergies, leurs préférences alimentaires, là où sur un restaurant classique, voilà, ils doivent un peu naviguer sur des cartes parfois un peu opaques. Et nous, chaque recette a de la composition nutritionnelle détaillée, le Nutri-Score, l'éco-score, l'impact carbone. Et donc, en fait, on peut moduler aussi ces repas à travers certains critères assez importants. Voilà. Et de notre côté, on va avoir 4 repas qui vont évoluer toutes les 3 semaines, qui vont changer toutes les 3 semaines. Donc un poisson, un viande, un végétarien et un vegan. Nous, on sent quand même que la part du vegan augmente pas mal. Ah oui. Je rejoins complètement Hugo. Il y a beaucoup de préjugés sur tout ce qui est vegan et végétarien. En fait, les Français, ils sont véganes sans s'en rendre compte parfois. Hein. Enfin, quand on mange un houmous, c'est vegan et on adore ça. En fait, il y a plein de recettes à inventer avec des produits qui sont pas issus enfin, que ce soit végétarien ou en vegan. Et nous, c'est quelque chose qu'on ressent. Et même, on veut aller plus loin parce que justement, on veut dépasser ces préjugés et montrer que le vegan est. En fait, c'est le vegan qui a beaucoup de préjugés. Végétarien et vegan peuvent être très, très, très bons. Voilà. Donc, on a un plateau repas qui s'appelle l'Inventif et qui est notre plateau repas vegan. Et aussi sur la carte traiteur, là, on a aujourd'hui la possibilité de faire des buffets 100% vegan. Donc, avec de la pâte vegan, ce qui n'est pas une mince affaire, avec des petits pots vegan, avec des recettes vegan. C'est assez important aussi parce que on a un rôle, même si voilà, on est un petit acteur, mais on considère qu'on a un rôle aussi à jouer dans l'éducation, pas l'éducation, pardon, mais dans la culture alimentaire de nos clients. Et en ce qui concerne les allergènes, tout ce qui est gluten, on a effectivement beaucoup
de plus en plus, là encore hier, j'ai eu un régime paléo. Nous, on essaie de s'adapter au maximum. Ça va être du cas par cas. Voilà. Euh, et effectivement, il y a plein d'alternatives qui existent. Ça permet de redécouvrir des produits qui souvent en fait sont français. On se rend compte que l'avoine, le quinoa, c'est des plantes qui poussent très bien en France. Donc voilà. Super. Avant que quand on terminera le webinaire, je vous demanderai quand même une petite recette pour l'été. Je suis désolé, mais réfléchissez-y. Alors, du coup, le secteur qui se transforme, c'est également donc un changement de modèle d'affaires. Hugo, tu l'as mentionné, donc avec la crise du Covid, il y a une augmentation de la livraison. On passe d'une consommation sur site à une consommation à domicile ou au bureau. Donc, tu as répondu en partie, Hugo, sur comment ça s'adapte, comment le modèle de Food Cherry s'adapte justement suite à la crise du Covid et à la demande des donneurs d'ordre sur la gestion de la restauration pour les employés qui ne sont pas sur site et ceux qui sont sur site. Donc, on voit qu'il y a une multitude d'intermédiaires de livraison. Donc, il y a eu des problématiques et il y a toujours des problématiques au niveau de la rémunération. Et on a également un secteur qui est très concurrentiel. En 2023, on compte donc une unité de restauration pour 170 Français versus une unité de restauration pour 2000 Français en 2012. Donc, pas cette concurrence, il faut se démarquer. Donc, on voit donc l'apparition de nombreux concepts immersifs, que ce soit donc des semaines à thème, des bars à thème, de la cuisine fusion, des partenariats donc avec des chefs renommés, de la street food, etc. Donc, Hugo, tu as déjà répondu à cette partie-là, mais est-ce que vous avez vraiment remarqué que le Covid a changé les règles du jeu? Comment vous faites face à la concurrence? Qu'est-ce qui vous permet vraiment de vous différencier par rapport à cette concurrence? Mais tout à fait, hein. Nous, on voit vraiment que les RIE, donc les restaurants interentreprises, déclinent pour une bonne et simple raison, notamment par la fréquentation, mais la surface qu'ils occupent aussi est très importante avec les cuisines sur place et la consommation énergétique qui en découle, enfin de fluide de manière générale. Et c'était souvent pas bon en plus. Pardon? Et c'était souvent pas bon en plus. Oui, et voilà. Après, il y avait un sujet évidemment gustatif où les retours clients ne remontaient pas forcément aussi facilement qu'avec les nouveaux modes de restauration. Et on avait vraiment cette volonté, on voit cette volonté aujourd'hui de réduire la taille de ces restaurants chez nos clients, justement pour faire des économies d'énergie aussi, hein, qui est non négligeable avec le prix, les augmentations de prix énergétiques jouent aussi sur le secteur de la restauration en entreprise. Donc nous, vu qu'on installe des comptoirs déportés, donc on est vraiment chez nos clients et on offre une expérience qui est proche du retail, donc c'est-à-dire de vraiment comme si on avait un coffee shop littéralement dans l'entreprise. Donc nous, on cuisine tout en amont et on optimise justement tout ce qui est consommation énergétique et de fluide en interne chez nous. Et on ne fait pas peser cette charge et cette surface chez nos clients. Et justement, nous, on essaie de faire à la fois du grand volume, mais du qualitatif. On est 200 aujourd'hui chez Food Cherry, mais quasiment 120 de nos collaborateurs sont en cuisine. Donc, on a vraiment beaucoup de personnes en cuisine pour garder ce côté artisanal et fait maison qui nous tient à cœur. Voilà. Et pour rebondir, c'est vrai que le Covid a vraiment... Alors nous, on s'est lancé vraiment juste avant le Covid. On s'est lancé en mai 2019, mais donc on a travaillé on s'est lancé vraiment en septembre, et en février 2020, là, il y a eu le Covid. Moi, ce que je trouve qu'à notre échelle, ce qui a vraiment changé, c'est les jours de commande, effectivement. Puisqu'on télétravaille beaucoup plus le lundi et le vendredi, voilà, et que le mercredi, c'est le jour des enfants, on a une concentration des commandes le mardi et le jeudi, et principalement le jeudi. Ce qui fait que ça demande de vraiment bien s'organiser. Ça a changé un peu notre façon de travailler aussi, au niveau des mises en place, au niveau de. Et c'est pas évident au niveau du staffing aussi, parce que, effectivement, nous, on est à peu près effectivement à 50% de notre effectif en cuisine. Et donc, ça, c'est à la fois hyper. Il faut s'adapter, mais c'est aussi assez intéressant parce que ça. Nous, on dit à nos clients, si vous voulez être sûr d'avoir un buffet, voilà, sur une période chargée comme juin, il vaut mieux commander un mardi ou mieux un mercredi, un lundi ou un vendredi. Donc, ça a quand même changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis, évidemment, il y a après les prix de l'énergie qui ont augmenté, qui ont fait qu'il y a pas mal de prix et même d'acteurs qui ont arrêté, et d'acteurs des boulangeries, ça a fragilisé aussi des petits acteurs.
Et donc ça, c'est pas négligeable non plus parce que on est tout un écosystème. Oui, bien sûr. Ok. Juste, Isabelle, il y avait une question sur les sources de tes chiffres Oui, présentés. Est-ce que tu peux les... j'envoie la présentation à la fin. Donc, il y a une slide avec toutes les sources, principalement des chiffres de l'ADEME, de l'INSEE, etc. Donc, vous allez retrouver tous les chiffres. Je vous envoie par mail suite au webinaire. Super. Donc, le secteur de la restauration, donc, il fait face également donc, à des enjeux environnementaux. Ils sont multiples. Donc, on a donc l'agriculture intensive qui est assez important. Pour tous les amateurs de la fresque, s'ils se souviennent bien de ce chiffre, donc 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. Donc, données du rapport du GIEC, pour ceux qui ont demandé les données. On a également donc l'alimentation carnée. Donc là, c'est un chiffre de l'ADEME. Donc, la production d'un kilo de viande qui émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. On a la thématique de l'emballage qui est un poids d'émission assez faible par rapport au reste. Ça représente à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre d'un aliment. Mais il peut être amené à évoluer, notamment parce que la livraison à domicile a augmenté. Et en 2023, la livraison à domicile représentait 20% du chiffre d'affaires de la restauration. Donc, il y a tout un sujet sur l'emballage à usage unique, notamment pour la livraison. On a un sujet important qui est également le gaspillage. Je préciserai plus tard ce qu'on a une slide dédiée au gaspillage. On a également donc l'importation de produits. Et là, Hugo a déjà mentionné l'exemple dont je voulais parler. Donc, l'importation des produits, on a le transport. Mais on a également la thématique de quels produits on importe. Et notamment ceux qui consomment beaucoup d'eau, que ce soit comme par exemple le riz ou l'avocat. Et en plus d'être un enjeu donc, environnemental fort, et ça engendre également des enjeux sociaux. Donc, comme Hugo l'a mentionné, la problématique autour de l'avocat, que ce soit donc, dans les exploitations donc, au Mexique, par exemple au Chili. On a la thématique de la consommation d'eau, que ce soit donc en amont, donc sur la partie agriculture. Donc, autre chiffre de la fresque du climat, donc des rapports du GIEC. L'agriculture donc, intensive utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Et on a également donc, la consommation d'eau au niveau des cuisines. Donc, sur un restaurant, sur la pause d'émission des énergies, l'eau représente 33%, que ce soit eau froide et eau chaude. Et en dernier enjeu, on a donc le transport. Le transport en France, 80% des émissions dans le transport proviennent des transports routiers. Donc ces différents enjeux ne sont pas classés par ordre d'importance. Donc ma question est pour Pierre et Hugo. Quels sont selon vous les enjeux les plus importants aujourd'hui pour la restauration dans ces enjeux environnementaux? Et quels sont les enjeux prioritaires traités par Foodcherry et les Empotés? C'est sur Euh, mute, Charles. En fait, nous, sur nos enjeux, on se considère comme des boîtes artisanales. Enfin, les empotés, on est une boîte artisanale, donc on est des cuisiniers. Donc, je pense que notre enjeu, ça va être sur l'argent principal, c'est l'alimentation carnée. En fait, le fait de rendre sexy, gourmand de l'alimentation végétale, c'est vraiment un gros enjeu donc au niveau des émissions. Évidemment, nous les empotés, l'emballage, là on parle pas que d'émissions au niveau de l'emballage, hein, évidemment, l'emballage c'est aussi ces reportages qu'on a vus avec des montagnes de déchets, ces microplastiques qui se retrouvent dans toute la chaîne alimentaire, qui se retrouvent dans nos corps. Enfin, c'est des enjeux qui dépassent le côté CO2, l'emballage, et ça c'est quelque chose qu'on a pris à bras le corps chez les empotés. Après, enfin voilà, faut être sur les ordres de grandeur. Nous, on va toujours être amené à, à prendre des produits qui sont des produits locaux pour une question de qualité avant tout. Voilà, de proximité avec les agriculteurs, avec les fournisseurs. Voilà, le côté produits locaux, pour nous, c'est plus pour lutter contre l'agriculture intensive que pour le côté transport. Mais bien sûr, avoir ça en tête, nous, on a banni tout ce qui est produits qui prennent l'avion chez les empotés. Les avocats, on n'en met pas. Alors, c'est pour les raisons que tu as évoquées, Hugo, mais c'est aussi parce que ça noircit, l'avocat, c'est pas beau, et qu'on ne trouve pas ça hyper bon. Voilà. Euh, et donc voilà, moi, si je devais les classer,
ça serait l'alimentation carnée en premier, parce que c'est notre métier de cuisinier qui passe avant. Et les empotés, on a pris à bras-le-corps l'emballage. Petit mot sur le gaspillage, effectivement, qui est un gros pôle sur l'événementiel. Euh, euh, En fait, ça implique déjà à la base de faire un devis qui soit adapté à la demande du client, aux besoins du Eh client. oui, bien sûr. Parce que on a beaucoup de clients qui vont avoir peur de manquer. Il faut que notre expérience, même notre petite expérience de jeune boîte, puisse rassurer le client et lui dire, là, franchement, vous avez tel type de client, vous êtes à tel moment de la journée, il fait telle température, je vous assure, vous n'aurez pas besoin de plus. Il y a toujours du gaspillage, ça c'est vrai, parce qu'il y a toujours besoin d'un peu plus. Et donc là, nous, on s'est entouré d'associations à Nanterre qui vont récupérer les restes qui sont propres à la consommation, donc c'est-à-dire qui sont restés au frais, qui n'ont pas été sortis lors de l'événement. Donc on travaille avec l'épicerie solidaire de Nanterre et d'autres associations pour voilà, gérer ce flux qui est malheureusement très important dans l'événementiel et qu'il faut réduire, mais ça part de ces deux points. Donc, trouver des acteurs et être raisonnable sur les devis. Excellent. Oui, ben je te rejoins totalement, hein. Les enjeux, de toute façon, sont identiques chez nous et on essaie de les adresser de manière égale, mais forcément, on peut pas être aussi bon, on peut pas être bon partout. Donc les classer, c'est un peu difficile parce qu'ils ont vraiment une importance équivalente. Je rejoins Pierre sur l'alimentation carnée, hein, parce que tu l'as très bien dit, Isabelle, et nous, c'est ce qu'on a aussi retrouvé dans notre ACV. On a fait une analyse de cycle de vie, donc une ACV à l'échelle de nos recettes, de nos plats, et on retrouve ces chiffres-là, un peu plus de 80% de l'impact environnemental global d'un plat et dans les produits alimentaires, donc dans l'amont, dans ce qu'on vient chercher, donc l'amont agricole. Donc, notre grand cheval de bataille d'un point de vue environnemental, hein, faut se focaliser sur cet enjeu, et sur les produits qu'on met dans l'assiette. Donc, l'alimentation carnée, évidemment, on l'a évoqué auparavant. L'agriculture intensive, évidemment, qui est aussi un très gros sujet biodiversité, parce que voilà, on connaît tous les enjeux à la parcelle avec les produits phytosanitaires, même s'il y a des débats sur, vu que le bio prend un peu plus de place et que la production n'est pas équivalente au conventionnel, voilà, il y a plein d'enjeux différents, mais il est indéniable aujourd'hui qu'une agriculture intensive est délétère pour plusieurs raisons sur des enjeux biodives, qui nous aussi tient particulièrement à cœur, hein. Notre politique environnementale, elle est vraiment basée sur climat et biodiversité. On essaie de combiner les deux. Les enjeux se rejoignent parfois, même très souvent. Donc voilà, cet enjeu-là est important chez nous. Et pour donner un chiffre assez parlant, on a passé le cap en 2023 des 40% de produits bio à l'année, donc tout en volume, hein, mis dans toutes nos recettes, ce qui est vraiment une victoire. On a augmenté de 6 points par rapport à 2022. On essaie de travailler avec des partenaires de longue date avec qui justement on a des relations assez vertueuses parce que justement stables pour amener, basculer certaines filières vers des produits labellisés, en particulier bio. L'alimentation carnée avec le bœuf, c'est quand même un choix qu'on a fait qui nous paraissait obligatoire, hein, si on voulait vraiment proposer une transition réaliste. Les emballages, nous, on travaille activement sur le réemploi. On a une offre en réemploi, donc on n'est pas aussi bon que les empotés sur ça, c'est sûr, mais on a un modèle assez différent, vu on a tout un système de livraison des plats, vu qu'on est en cuisine déportée et de reverse logistique, on doit aussi s'assurer une sécurité alimentaire très forte. Donc on a des partenaires, voilà, vu qu'on est implanté en entreprise et qu'on n'est pas au quotidien avec nos clients, on n'a pas la possibilité de récupérer nous manuellement à chaque fois. Donc il y avait tout un Vous avez sujet essayé quand même, hein, de faire un système comme ça. Vous avez fait des tests, il me semble, hein, Tout quand on à avait fait. parlé. Avec l'ADEME, pendant 2 ans, on a travaillé sur l'expérimentation et aujourd'hui, le modèle est en place. Mais on a réussi à le mettre en place en 2023, donc ça a demandé pas mal de réflexion. Et on travaille aujourd'hui activement avec Citeo, donc l'acteur qui est en charge des emballages ménagers en France, pour pousser encore plus ce modèle, leur donner de la matière pour nous aider et aider le secteur à avancer sur le réemploi, qui est très complexe, notamment dans la restauration livrée. Bon, évidemment, les autres sujets sont très importants. Le gaspillage, pareil, on a des partenaires aussi, des épiceries solidaires avec qui on travaille, d'autres acteurs qui travaillent dans le don solidaire, hein. Tous les produits qui sont en DLC courte, on les donne à des associations, en tout cas des partenaires qui vont cibler des publics qui sont dans le besoin. Voilà, donc après, il y a le sujet transport, le dernier kilomètre, mais bon, il y a beaucoup de sujets sur cette slide, on pourra revenir plus en détail après,
Oui, Mais voilà, le gros de l'impact, on le rappelle, et c'est exactement ce qu'on a vu aussi chez nous avec notre ACV. Il est vraiment dans le cœur de l'assiette. et ça, c'est extrêmement intéressant que tu parles de l'ACV, justement, parce qu'il y a aussi des controverses derrière tout ça, derrière tous ces impacts-là, notamment, ou des contradictions, pardon, notamment, je disais à l'article il n'y a pas très longtemps, qui a inventé le système de pâturage rotatif pour notamment eux, etc., et, enfin, les bovins, disait qu'il envisager, qu'envisager le bilan carbone des herbivores sans prendre en compte l'écosystème de la prairie où ils se nourrissent, c'est un peu comme si on parlait du bilan carbone d'un jardinier sans parler du potager qu'il fait pousser pour se nourrir. Gérer avec pertinence, les prairies peuvent stocker plus de carbone que les ruminants n'en émettent. Donc c'est intéressant quand même aussi, comme tu disais, de parler de biodiversité ou en gros d'interaction des systèmes, parce qu'on ne peut pas toujours avoir qu'une version, une vision très enfin, je dirais monovisuelle sur chaque thème. Chaque sujet est d'une complexité assez forte et doit être géré aussi en fonction de vos priorités ou de vos enjeux, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, c'est intéressant je trouvais ça intéressant d'avoir aussi cette vision-là. Alors, je vais enchaîner, donc je vois le temps passer, donc je vais peut-être accélérer sur les prochaines slides. Je vous montre ici donc l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français. Ce qui est important ici, c'est de voir que l'empreinte carbone d'un Français représente 22%. Donc c'est après les transports et le logement. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que 15% de l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français provient de la restauration hors domicile. Et quand on voit donc l'empreinte carbone d'un restaurant, donc on a 15% du bilan carbone de l'alimentation d'un Français qui concerne l'alimentation hors domicile. Et dans ces 15%, c'est 52% qui provient de la restauration commerciale. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est voir les postes d'émission. Donc, on parle d'un restaurant, mais qui est assez similaire au final à votre système, chez Food Series en comté. Et je pense que voilà, tu l'as bien dit qu'au final, le premier poste d'émission provient donc des matières premières. En deuxième poste d'émission, on a donc l'énergie. En troisième poste, les transports, et après, donc, autres, tout ce qui est déplacement des salariés, etc. Est-ce que chez les emportés, Pierre, tu avais fait aussi un bilan carbone. Est-ce que ces postes d'émissions te parlent également ou pas du tout? Alors nous, on n'avait pas fait de bilan carbone. On va bientôt se lancer, mais j'ai, euh, j'ai- ça me semble cohérent. Maintenant, j'ai pas dans le secteur de la restauration, nous effectivement, on n'est pas un restaurant. Non, effectivement, les matières premières, c'est l'enjeu principal. Enfin, on a emménagé dans nos nouvelles cuisines là depuis 3 mois. C'est vrai que l'énergie, c'est un vrai sujet aussi dans la restauration, hein. Ça consomme énormément d'énergie. Mais voilà, oui, les matières premières, je pense que c'est le pôle le plus important. Ça marche. Et quoi, est-ce que tu veux recommander dessus ou... Non, oui, c'est très, très similaire à ce qu'on a vu. Nous, on est autour de 87% sur les matières premières. Mais c'est vrai on inclut dedans aussi les sujets énergie. Donc finalement, c'est pas si éloigné. Ok, ça marche. Alors, on avait une question qui était pertinente de Sana, merci. Comment faites-vous face au challenge des achats responsables mis à l'épreuve par l'inflation, la gestion des coûts de la durabilité et rester compétitif? C'est la question qui pique. Ouais, très bonne Vas-y, Hugo. question. Je me permets parce que c'est un sujet qu'on a évoqué très récemment en interne en plus. Et en fait, dans le secteur alimentaire, l'inflation, on se l'est pris de plein fouet et en plus, elle est multifactorielle. Elle n'est pas uniquement liée à l'augmentation des coûts de l'énergie, elle est aussi liée au changement climatique, hein, sans grande surprise. Mais on a des filières qui souffrent énormément, hein, notamment la filière huile d'olive en particulier. Enfin voilà, il y a quand même des enjeux assez forts. Alors, il y a deux manières de répondre à ça. Nous, on a des partenaires en direct pour la très grande majorité et ça, c'est extrêmement fort et ça nous a beaucoup aidé pour passer notamment 2022-2023. Notre responsable achat a fait un travail incroyable justement parce qu'elle avait une relation privilégiée et en direct donc en circuit court, avec la majorité de nos producteurs. Donc ça, c'est important, c'est vraiment un point central. La pérennité des relations commerciales permet
de passer des caps et de pouvoir être dans une relation commerciale plus saine malgré les inflations. Ce qui est aussi positif, c'est qu'une fois que les coûts des matières premières redescendaient, vu que la relation est établie et du coup transparente, ils étaient répercutés positivement chez nous aussi, justement parce qu'on a ce contact direct. Donc finalement, lorsque les périodes d'inflation étaient un peu passées, notamment fin 2023, ça nous a permis de rééquilibrer sur la fin de l'année. Donc le circuit court, enfin le contact direct, en tout cas sur l'agroalimentaire pur, nous a vraiment beaucoup aidé. Et paradoxalement, le bio a mieux tenu sur certaines filières. Enfin, paradoxalement, oui et non. Mais finalement, certaines filières sont beaucoup plus résistantes et résilientes. Donc, ça nous a permis aussi de passer certains caps grâce à ça. Ouais, et puis nous, de notre côté, effectivement, c'est une vraie question. Je dirais qu'on l'a répercuté sur nos prix en début 2023. Donc, on a d'1 € nos plateaux repas. Mais finalement, on l'a pas répercuté plus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi l'inflation, elle est pour tout le monde, y compris pour les entreprises, et les budgets sont serrés. Donc, comment on l'a répercuté? On a progressé dans nos process. On est une jeune entreprise, on a des gains de productivité qui apparaissent. On est mieux organisé. Et en fait, on va dire que c'est des points de marge en moins, quoi. Mais c'est aussi c'est difficile de se placer dans un secteur où à la fois on a des clients qui ont des budgets restreints et à la fois on a des coûts qui augmentent. Donc on va dire que on a réussi plus ou moins à stabiliser notre marge en travaillant mieux et en étant voilà en étant mieux processé, mieux organisé. Excellent. On avance si tu veux bien, Isabelle, parce qu'on le temps file. Ouais. Non, parce qu'on a déjà fait une mention sur le gaspillage, notamment de la part d'Hugo et de Pierre. Donc, non, c'était juste pour donner à titre informatif que le gaspillage alimentaire dans la restauration collective et dans les entreprises, ça représente donc, selon l'ADEME, 95 grammes de quantité jetée en moyenne, donc par individu et par repas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la viande et le poisson sont parmi les 2 aliments les plus jetés. Ce qui est intéressant au vu du contexte que la viande et le poisson sont des aliments plus chers et qui ont un impact conséquent sur l'environnement. Le gaspillage, donc selon l'ADEME, représente 27% du poids des repas servis en restauration commerciale. Donc c'est un vrai poids, c'est pour ça que c'est un vrai sujet traité, en tout cas en France et par le gouvernement. Mais en plus d'avoir un impact environnemental, il y a un impact également économique. Donc encore une fois, selon l'ADEME, ça représente un coût estimé de 68 centimes par convive et par repas. Donc Pierre, Hugo, vous avez déjà mentionné la partie gaspillage vraiment pour vos convictions sur la partie environnementale. Est-ce que ce coût est pris en compte dans votre modèle d'affaires? Est-ce que vous traitez cette dimension économique du gaspillage? Nous, complètement. En fait, c'est pour ça que on demande une validation longtemps à l'avance. En fait, on va rien produire, on va que produire à la commande. Donc nous, sur la partie traiteur, on demande une validation 72 heures à l'avance. En fait, et sur la partie plateau repas, on demande 48 heures à l'avance. Pourquoi? C'est tout simplement pour prévenir nos fournisseurs qui doivent sortir de terre des carottes et des machins. Enfin voilà. C'est concrètement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et ça permet de vraiment réduire le gaspillage. On essaie d'être et puis on est des cuisiniers, donc réutiliser, euh, on va réutiliser les mises en place qui nous restent pour les proposer sur des petites verrines, par exemple, s'il nous reste un peu de coulis de carottes, bah voilà, le réutiliser sur une pièce traiteur, etc. L'avantage, c'est d'avoir ces 2 pôles qui se répondent, plateau repas et traiteur. Donc nous, ça se passe surtout en amont, surtout au moment de la décision client. Si un client demande un repas qui est 24 heures avant, nous, on ne saura pas le faire. Et si on le faisait, ça demanderait qu'on puisse produire avant, donc potentiellement plus de gaspillage. Oui, Keto. Oui, mais de notre côté aussi, on essaie d'anticiper forcément le plus possible, vu qu'on est sur un modèle de livraison et de commande. Donc, on a déjà on a ce levier-là qui est extrêmement fort, c'est-à-dire que ce qui est livré dans les entreprises est sûr d'être consommé, ou quasiment sûr et certain. Donc, on n'est pas sur un frigo connecté, hein, parce qu'on a aussi des concurrents qui sont sur ce créneau-là, où les frigos connectés, les plats sont à disposition H24 dans les frigos, 7 jours sur 7, avec une estimation à l'avance. Hein, comme nous, évidemment, on doit forcément estimer à l'avance. Je reviendrai peut-être plus en détail dessus après. Mais vu que les plats ne sont pas attribués à une personne, contrairement à notre modèle,
et ben, on a parfois des taux de gaspillage assez importants. Pour la petite histoire, nous, on avait des frigos connectés auparavant et c'est un modèle qu'on ne commercialise plus, notamment à cause du gaspillage alimentaire sur place, donc chez nos clients. Il y a sans doute des moyens d'optimiser. Il y a des acteurs qui doivent très bien réussir à gérer ce modèle-là, mais chez nous, vu que ce n'était pas notre cœur de métier, on ne voulait pas continuer sur ce modèle justement pour cette raison. Et après, en interne, nous, on a un système vu qu'on travaille en B2B directement avec des entreprises, et vu qu'on a de la data qui remonte grâce à notre fonctionnement via l'applicatif, en fait, on a un algorithme en interne, on a une équipe en interne qui permet d'attribuer un nombre de plats et une typologie de plats à différents clients. Donc, les plats sont produits en amont, évidemment, mais du coup, on a quand même, grâce à cette technologie-là, un moyen de gérer le bon volume produit au bon moment. Voilà. Super, merci Hugo. Je vais un petit peu, on va changer de thématique, on passe des enjeux environnementaux aux enjeux sociaux. Il y a un vrai sujet pour le secteur de la restauration en général, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est vraiment en difficulté dans le recrutement. Donc, selon les données du gouvernement, au 4e trimestre 2022, c'est 75% des entreprises donc, de l'hébergement et de la restauration qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, et notamment en raison donc, des conditions de travail, que ce soit sur la partie salaire. Donc, selon l'INSEE, c'est à peu près 1 810 € le salaire mensuel moyen. Donc, c'est un des salaires les plus bas du privé. Et on a notamment la partie gestion de la coupure, donc tout ce qui est comment gérer donc, les pauses du midi, du soir, les horaires donc, décalés et du temps de travail sur les dimanches et jours fériés. On a un autre sujet qui est l'intégration de la technologie pour améliorer les conditions de travail, tout ce qui est réservation en ligne, commande en ligne, donc ce que Hugo et Pierre ont mentionné. On a un autre enjeu qui est l'enjeu de la santé, mais qui est assez bien maîtrisé en France, donc je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, Hugo l'a mentionné sur la partie amont, qui est l'agriculture et l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture, les normes hygiéniques, que ce soit en cuisine et en livraison, et le dernier maillon de la chaîne, qui est l'apport nutritif des repas pour le consommateur final. Par rapport à ces thématiques, comment sont traités les enjeux sociaux chez les empotés et chez Foodcherry? Effectivement, on rencontre des problèmes de recrutement. On a mis 8 mois à recruter un second. Alors peut-être qu'on n'avait pas les bons outils, mais voilà, c'est vrai que c'était très dur. Surtout avec un budget qui n'est pas hyper extensible. Effectivement, les salaires ont augmenté. Et nous, par rapport au début, on a beaucoup augmenté les salaires de nos cuisiniers. On a l'avantage en étant traiteur de cuisiner sur des horaires fixes. Donc nos cuisiniers cuisinent de 8h à 15h tous les jours, du lundi au vendredi. Pas le samedi et pas le dimanche. Et puis aussi commencer à 8h pour un cuisinier, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est des métiers très durs, la restauration, et il y a une prise de conscience du secteur avec le Covid et des cuisiniers eux-mêmes. Donc comment est-ce qu'on y répond? Bah, en, en étant une entreprise positive, voilà, en étant une entreprise qui écoute ses salariés, qui répond à leurs besoins, qui les paye correctement. Maintenant, il n'y a pas de miracle, hein. Je pense que l'entreprise, la restauration est une entreprise comme une autre où les gens ont besoin de se sentir bien, même si c'est des métiers qui sont durs, répétitifs, mais c'est des métiers de passion aussi. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre et être des entreprises RSE et positives. Merci Pierre. Oui, sans grande surprise, et comme tout le secteur, que ce soit commercial ou collectif, la restauration pâtit fortement là, d'une pénurie de main-d'œuvre assez importante, et nous, on ne fait pas exception. Donc, on a aussi beaucoup de mal à recruter, forcément. On a des partenariats en local. On a des partenariats avec des partenaires type Cuisine Mode d'Emploi qui nous permettent de recruter des personnes en réinsertion sur les métiers de bouche. Donc, on a ce type de partenariat. On a une équipe RH, vu qu'on est 200, on a la chance d'avoir une équipe RH aussi qui travaille au quotidien sur ces sujets et essaie d'améliorer l'intégration, le suivi des employés, notamment en cuisine. Mais la pénurie est réelle et on en pâtit fortement. Ouais. On a aussi mis en place des choses
un peu comme les empotés, on propose que un temps continu, pas de coupure, comme on peut avoir sur un shift en restauration commerciale classique, avec une grande coupure entre midi et le soir. Nous, on est en horaire continu, comme ça, un peu comme un horaire de bureau. Certes, c'est en décalé également, on finit également à 15 heures. Donc, ça permet d'avoir du coup un vrai temps complet de repos. Et on pratique aussi pour tous et pour toutes les 2 jours de repos consécutifs. Alors nous, vu qu'on cuisine du lundi au dimanche, nos équipes ont 2 jours de repos en fonction de leur emploi du temps, mais ils sont forcément consécutifs et ça, c'est assez important en termes de qualité de vie et qu'on veut maintenir chez nous. Ouais. On va passer, si vous voulez bien, à coup de pouce. Sarah, je ne sais pas si tu as pu te connecter, je crois que oui, pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites de beau. On vous laisse 5 minutes pour qu'on ait un peu de temps d'échange aussi sur les questions, qu'on ait quelques questions. J'ai vu qu'il y avait des questions sur est-ce que vous avez déjà pensé à adhérer à un label éco-responsable pour renforcer votre démarche. Voilà. On aura peut-être des questions après que vous pourrez dire en direct aussi, hein, mais si on peut prendre 3-4 minutes pour présenter Coup de pouce, je trouvais pertinent que vous interveniez dans ce contexte-là. Eh ben merci déjà, c'est trop cool, je suis contente. Je suis contente de pouvoir vous présenter Coup de pouce. Donc nous, on est parti d'un constat un peu simple, ça va faire écho un peu à tout ce que vous avez pu dire, Hugo et Pierre, qu'on observait une sorte un peu de déconnexion de notre alimentation. Et nous, on s'est dit, plutôt que de parler aux consommateurs finaux, pourquoi on ne s'adresserait pas au secteur de l'entreprise? Et du coup, on a décidé de réinventer un petit peu l'avantage social que sont les titres restaurants pour en faire un levier d'engagement pour les entreprises et les collaborateurs. Donc concrètement, Coup de pouce, ça fonctionne exactement pareil que les autres émetteurs de titres restaurants, vraiment tout pareil. Mais on vient ajouter des valeurs d'engagement et l'engagement, il va se traduire sur 3 leviers que vont être le financement, la sensibilisation et l'incitation. Donc concrètement, quand on fait appel à un émetteur de titres restaurant, on paye des frais de service mensuellement par les entreprises. Et nous, on a décidé que ces frais de service seraient redistribués au financement de projets. Donc, première case cochée, le financement. La deuxième case, c'est la notion de sensibilisation, puisqu'en fait, on vient sensibiliser les collaborateurs au mieux manger. On cherche aussi à reconnecter la fourche et la fourchette. Bon, tout le monde le dit, mais pour le coup, c'est vraiment le cas. Et en fait, avec Coup de pouce, ce sont les collaborateurs qui peuvent voter directement sur l'application pour les projets qu'ils ont envie de voir financés. Donc, nous, en amont, on a une grille d'évaluation pour vraiment dire si les projets peuvent être acceptés par Coup de pouce ou non. Donc, ça rentre dans une notion de développement durable, etc., sur l'exploitation. Donc, on a fait quelque chose de très précis avec des élèves ingénieurs agronomes. Donc, c'est vraiment très chouette. Et donc, ce sont les salariés qui viennent voter. Il faut savoir que tous les projets qui sont financés sont vraiment à l'échelle locale. L'idée, c'est que l'interface utilisateur ne soit pas la même que vous habitiez à Lyon, à Paris, à Nantes, à Rennes. Enfin, voilà. On essaie vraiment de recréer du lien à l'échelle locale, j'insiste. Et puis, le troisième levier d'engagement, c'est ce qui vont être tout ce qui est notion d'incitation, sur lequel on est encore en train de travailler en toute transparence. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir inciter les salariés à mieux consommer. Je vous l'ai dit, la carte Coup de pouce est acceptée vraiment partout. Vous pouvez aller au McDo, au kebab. Vraiment, on n'est absolument pas restrictif. Mais par contre, on incite à mieux consommer. C'est-à-dire que si demain, vous avez envie de faire le choix d'aller, je ne sais pas, dans des Biocoop, dans des AMAP, dans des structures qui acceptent les titres restaurants, eh bien, il y aurait un système de cashback qui sera mis en place pour vraiment pousser à une meilleure consommation. Voilà, ça va à peu près tout de Coup de pouce maintenant. Génial, merci pour ton intervention et donner un coup de pouce à Coup de pouce. Ouais, voilà, c'est ça. Très, très, oui, c'est bien d'avoir un jeu de mots comme ça dans son nom. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais laisser un temps de questions-réponses, que ce soit pour Coup de pouce ou pour Food Chéri ou pour les empotés. Je vous laisse la parole. Si quelqu'un veut prendre la parole en direct, vous pouvez. Sinon, en attendant, je vais poser la question. Avez-vous déjà pensé à adhérer à un label éco-responsable pour renforcer votre démarche RSE? Oui. Une chance, il y a un peu de ça, oui. Petite idée. Oui, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. C'est très bien. Donc oui, je vais plus répondre pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions qui viennent par rapport à nos invités qui sont là? Sinon, je laisse Isabelle terminer. On a un bel événement la semaine prochaine. Alors, je suis désolé, on n'a pas pu passer par vous parce que c'était
Malheureusement, on n'avait pas le choix du traiteur quand on passe par certains organismes, on n'a pas le choix. Mais par contre, on a évidemment imposé un menu végétarien. Mais on a notre grand événement la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous y participez ou pas. C'est le 20 juin. Vous serez là? Oui. Parfait. On va accueillir Heidi Sévestre, qui est glaciologue. Tu es aussi la bienvenue. Ah oui, je crois que tu es sur Lyon. Hein, mais, Ouais. on va accueillir Heidi Sévestre, qui est glaciologue. Ça va être passionnant. Donc, son métier, c'est d'aller voir et d'étudier les glaciers, de voir l'impact du réchauffement et du changement climatique. Parce qu'il n'y a pas que des glaciers qui fondent, il y a aussi des glaciers qui prennent de l'ampleur. C'est assez intéressant comme sujet. Mais évidemment, comme tout, c'est réparti de manière inégale. Donc malheureusement, il y a évidemment plus de glaciers qui fondent que ceux qui prennent de l'ampleur. Mais voilà, on va avoir une discussion passionnante avec Heidi la semaine prochaine. On va remettre les awards des meilleures initiatives de la communauté. Peut-être Isabelle, si tu as une seconde, tu peux mettre le lien pour que vous puissiez voter. Il y a un coup de cœur du public, si tu peux essayer de trouver le lien du post LinkedIn pour que vous puissiez voter. On est à plus de 200 votes, je crois, quelque chose comme ça. Et on a à moins d'une semaine, on a une semaine de l'événement, donc c'est jeudi prochain. On serait ravis si tu peux aussi mettre le lien de l'invitation, si des gens qui veulent y participer, avec plaisir, il reste encore un peu de place. Voilà. Merci pour ce que vous faites, merci pour vos engagements. Franchement, c'est passionnant. On a appris plein de choses aujourd'hui. Les chiffres, donc Isabelle, vous les aurez on va vous renvoyer à l'issue de cet enregistrement les sources. Vous faites assez exceptionnel dans un contexte qu'on connaît qui est quand même assez chahuté, d'inflation, d'économie qui est quand même un peu qui est quand même un peu complexe en ce moment, politique aussi qui est complexe en ce moment. Donc gardez le cap, bravo. Nous on n'a qu'une envie, c'est de vous encourager à continuer dans cette démarche-là et à faire que votre offre elle soit plus visible que celle que les autres. Donc on s'y attelle aussi. Donc bravo, merci pour vos engagements, merci pour ouvrir la voie à d'autres et continuer. Et puis, mangeons tous responsables au maximum. Et moi, je vous promets que ce midi, je mange végé, à minima. Voilà. Et je vous invite à tous faire pareil. C'est la première étape. Ça peut être pas mal. Et en deuxième étape, vous commandez chez Food Cherry ou les empotés. Voilà. Merci à tout le monde. On se dit à très bientôt alors, on va faire une petite pause sur les webinaires cet été et on reprend la rentrée. Ce sera plutôt un webinaire très technique puisque on vient de terminer nos premières matrices de double matérialité, donc on va probablement faire un feedback de quelles sont les difficultés à faire ce genre d'exercice, quels sont les premiers résultats. C'est un peu technique parce que ça fait en lien à la CSRD qui est une nouvelle réglementation européenne, mais qui touche aussi beaucoup d'entreprises. Voilà. Merci à tout le monde pour être présent pendant cette webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Isabelle d'avoir aussi préparé avec grand succès ce webinaire. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci, et bon appétit. Et bon appétit. Bon appétit. Bye. Bon appétit. Au revoir.